Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'expatriation, on va parler de yoga aérien et on va parler de comment parfois se sortir la tête de l'eau quand on a l'impression que plus rien ne va. Cette discussion, j'ai l'honneur de l'avoir avec Sabrina, que vous connaissez peut-être sur Instagram, Be Healthy, qui est vraiment une femme incroyable, pleine de résilience, pleine de force, de caractère, avec des avis, des opinions qu'elle ose partager tout en authenticité. Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga. Je suis Isa, je suis prof de yoga et ergothérapeute et aujourd'hui je suis ravie de vous partager cette discussion. Cette discussion que nous allons avoir est passionnante. Malheureusement, il y a eu un petit problème au niveau du son, donc le son est un peu moins net que d'habitude. J'espère que cela ne gênera pas trop votre écoute. Nous avons quand même choisi de conserver cette discussion et la simplicité, l'authenticité de notre échange. J'espère que cela ne vous gênera pas. Ça arrive, c'est les aléas de parfois les connexions informatiques, surtout à distance. Comme vous allez très vite le comprendre, Sabrina habite loin. Nous allons donc voyager. Merci pour votre indulgence. Bonne écoute et à tout de suite. Alors bonjour et bienvenue Sabrina. Bonjour Lisa, merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast, mais vraiment je suis très touchée depuis le temps qu'on se suit et je crois que c'est la première fois qu'on échange en visio, en vrai. Donc moi je suis Sabrina, j'habite donc à l'île Maurice, c'est pour ça qu'Isa disait qu'on allait voyager. J'habite à l'île Maurice depuis plusieurs années où j'enseigne du yoga et je suis aussi, je fais d'autres choses parallèles dans la nutrition et le développement personnel, j'accompagne des femmes, voilà, pour mieux vieillir, plein de choses. C'est vrai que tu as beaucoup de cordes à ton arc, tu pas que le yoga, tu as la nutrition, tu as plein de choses. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours professionnel? Alors, ça commence par de la comptabilité pendant quelques années dans un cabinet comptable et ensuite, voilà, c'est un moment physiquement, j'arrivais plus à rester assise à un bureau et je me suis dirigée vers l'esthétique parce que j'avais très mal au dos et j'avais envie de masser les gens et à l'époque, on pouvait pas trop dire qu'on faisait des massages, on allait dire modelage et c'était un peu plus toléré. Ici, on était esthéticienne. Donc, je suis partie en CAP, BEP d'esthétique et j'ai ouvert mon premier spa urbain à Biarritz. J'en ai ouvert 3 successivement. Et voilà, au bout de 10, 11 ans, 12 ans même, j'ai eu un autre souci de santé. J'ai beaucoup de soucis de santé. Et j'ai dû arrêter. Et là, j'ai fait une école américaine de health coaching. Donc c'est du coaching en aide les gens dans la nutrition, le développement personnel en fait, à mieux manger, à mieux vivre, etc. Donc j'ai fait ça pendant 1 an à distance. Et on avait pas mal de choses aussi en live et tout, c'était extrêmement intéressant. Et parallèlement, je continuais à pratiquer le yoga et je me suis formée. Et petit à petit, je suis devenue professeure de yoga parce que mes clients me demandaient des cours, voilà, tout simplement. Mais à la base, je n'étais pas prof de yoga. Non, pas du tout même. Et tu pratiquais le yoga pour toi, en fait, pour ton Oui, bien-être? exactement, parce que je suis opérée du dos depuis 20 22 ou 23 ans et à la suite de mon opération du dos, on m'avait conseillé de faire du yoga. Donc en fait, ça fait 23 ou 20 voilà, 23 ans que je fais du yoga. Je trouve que c'est intéressant parce que souvent, justement, on vient au yoga parce qu'il y a un problème de santé ou qu'il y a une problématique. Souvent, oui. Ouais, ouais, c'est vrai. On le voit d'ailleurs avec nos élèves qui viennent sur le tapis. Non et totalement et je trouve que c'est intéressant en tant qu'enseignant, quand on a une problématique de santé spécifique. Je me souviens d'une prof qui avait, des gros problèmes au genou. Bah, elle accompagnait beaucoup mieux les élèves parce qu'elle comprenait et je pense que toi, par rapport à ta spécificité au niveau du dos, ça doit être la même chose. Après, bon, le truc, c'est que j'ai le dos, mais j'ai aussi les genoux, j'ai aussi les poignets. Enfin bon, j'ai une maladie génétique, donc forcément, j'ai pas que le dos. C'est pour ça que, bon, après à Maurice, je fais beaucoup de cours privés. Je ne fais quasiment que ça. Donc, j'accompagne des gens depuis 3, 4 ans qui ont vraiment des problématiques, voilà, le dos, les genoux. J'accompagne beaucoup les personnes âgées aussi. Donc, c'est vrai que ça m'aide justement dans mon métier d'avoir eu tous ces problèmes et d'en avoir encore. Justement, on est un peu plus
empathique, un peu plus dans la compassion parce que puis on comprend mieux aussi la douleur. Donc c'est plus, moi je trouve que c'est plus facile Ouais, d'enseigner ouais. sans blesser les gens. Mais c'est sûr, bah, tu parlais d'empathie, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu es plus capable de comprendre les personnes que tu as en face de toi. Complètement. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait une posture où il me dit là, va se faire mal au dos, ça résonne en moi. J'ai mal pour elle, en fait. Parce que Mmh mh. je ressens la douleur. Ah ouais, non, mais c'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire que parfois, on peut se limiter, on peut se dire: «Bah, je vais pas enseigner certaines choses parce que j'ai certaines problématiques», alors qu'au contraire, on peut les enseigner, mais différemment et comme tu le fais, en adaptant. Exactement, en adaptant. Moi, j'ai vraiment, là, en ce moment, j'ai des personnes très âgées avec des pathologies très lourdes. Un qui s'est opéré du cancer du côlon, un autre qui a un problème de joue. On travaille sur chaise, on utilise beaucoup de blocs, on utilise le mur, on utilise plein de choses pour qu'ils puissent continuer à bouger, à faire du yoga sans se blesser. Parfois, on va même pas au sol parce que ben, c'est pas possible. C'est pas possible de venir s'allonger ou Mmh. même de se mettre à quatre pattes, ce n'est pas possible. Bon, on peut faire du yoga dans un lit, on peut faire du yoga sur chaise. Et ça, c'est moi aussi, je l'ai vécu, hein. Quand j'étais à l'hôpital, pendant des mois, ben, le yoga, je le pratiquais dans mon lit, quoi. Donc, faut adapter. Il faut adapter. Et donc du coup, sur le type de yoga que tu enseignes, est-ce que c'est plus entre guillemets «ton yoga» ou c'est un style de yoga? Quel Oh là, non, non, non. Justement, c'est aussi ça d'être en cours privé avec différents élèves de niveaux différents. mmh, En fait, je fais pas mal de formations et j'adapte. J'adapte vraiment. Moi, c'est pas mon mmh. yoga. Mon yoga, il est plutôt plus, entre guillemets, sportif, plus où je vais être obligée de me renforcer un peu plus. Je vais même utiliser des élastiques parfois parce que j'en ai besoin pour mes articulations, pour qu'elles tiennent, on va dire. Donc moi, c'est un yoga un peu plus, ouais, un peu plus dur, quoi, un peu plus ginseng, ouais, enfin, un peu plus renforçant. Que, bah, voilà, mon petit papy de ce matin, je vais pas lui faire un cours comme ça, on va travailler plus sa mobilité. Ouais. J'ai une dame, elle a très mal au dos et elle a un problème, elle a besoin de renforcer le centre, donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le centre. Là, je viens de faire un cours aussi de yoga, aérial yoga. Donc là, c'est pareil, j'en avais une, elle a mal au dos, l'autre, elle a mal à la nuque, donc on adapte. Enfin, je peux pas dire que j'ai un style de yoga, c'est vraiment de l'adaptation. C'est ouais, Mmh. avec les années, ça fait quelques années maintenant que j'enseigne et beaucoup d'années que je pratique. Et maintenant, voilà, je suis un peu un caméléon, quoi. Et je m'adapte. Tu t'adaptes à qui tu as en face de toi. Exactement. Après, j'ai des cours un peu spécifiques. Là, j'ai créé un cours pour les femmes, de justement un peu ma pratique à moi. Ma pratique pour Mmh. mieux vieillir, on va travailler avec des poids parfois, on va faire du face yoga, on va intégrer un peu de pilates, on va intégrer un peu d'automassage. Enfin, vraiment, c'est un mix, ça. Ça, c'est vraiment une création. C'est mon yoga, en fait, c'est mon rituel. C'est ma routine tous les jours. Mais ce que je trouve intéressant dans là, de ce que tu décris, c'est qu'au final, on est sur un yoga assez holistique. Oui, après, pour moi, le yoga est holistique au même titre que ce que je fais par ailleurs avec la nutrition, avec le développement personnel, avec, même «la beauté» entre guillemets. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on arrive à un résultat. J'ai fait pas mal de Bikram, il y a quelques années avant mes formations. J'adore ce yoga. Après, c'était très décrit et cetera. Mais si j'avais fait que du Bikram, c'était pas possible pour moi. Parce qu'il y a plein de postures Ouais. on ne fait pas, ou même si je faisais que de enfin, j'aime pas trop l'ashtanga, mais si je faisais que de l'ashtanga, je trouverais qu'il manque quelque chose à ma pratique. Donc c'est vraiment un mélange Mmh. de tous les courants de yoga, au niveau des postures, hein, je parle après à tout ce qui est pranayama, et cetera, mais c'est, tout cet ensemble de choses qui font que ça va. Moi, par exemple, je me connais, je sais que le yin yoga, il est pas fait pour moi parce qu'il faut absolument pas que j'aille dans des étirements très profond, et cetera. Donc moi, ça me correspond pas. Mais j'ai des élèves pour qui, elles me disent: c'est vraiment si j'avais pas ce yoga en même temps que les autres, ça n'irait pas, ma pratique serait pas complète». Donc oui, c'est très Mmh. holistique, on prend un peu de tout pour arriver à un meilleur résultat. Ouais, c'est vraiment intéressant et le yoga aérien, alors moi, j'en ai fait très peu, mais j'ai adoré. Est-ce que tu peux nous dire, bah, toi, ce que tu aimes dans ce yoga et pourquoi est-ce que tu aimes l'enseigner? Je l'ai découvert bizarrement à l'île Maurice, il y a quelques années, il y a 8 Ah ans ouais? ou 9 ans, je ne l'avais jamais fait en France et ça a été une révélation, j'avais l'impression de voler, mais c'était, moi j'aime beaucoup être Mmh. dans les airs, hein, je sais pas, c'est mon truc et je suis revenue en France, bah, j'étais en vacances sur Maurice et j'ai découvert qu'il y avait une professeure qui enseignait juste à côté de chez moi.
Alors, c'est drôle parce qu'elle avait 60 ans, elle n'était pas toute jeune, mais elle m'a donné le Mm. goût de cette pratique où en même temps c'est très ludique, le temps passe très vite, on retrouve son âme d'enfant et en plus ça fait du bien au dos parce que quand on fait des postures inversées, contrairement au yoga au sol, on est sur les mains, sur la tête, on aura toujours une sollicitation en fait des articulations, on aura toujours même une sollicitation musculaire. Que là, quand on est la tête en bas, en totale décompression, d'ailleurs ce que certains kinés ou ostéopathes utilisent dans les tables d'inversion, en fait ça décompresse la colonne et ça crée Exactement. de l'espace entre les vertèbres et du coup, ceux qui ont des hernies, ou même moi qui ai une scoliose, ou même avec tous les problèmes que j'ai de dos, mais en fait, ça se soulage. Parce qu'on est vraiment dans un lâcher-prise. Et en même temps, avec l'Aerial Yoga, on peut faire des postures hyper difficiles qu'on n'arrive pas à faire au sol, plus facilement dans les airs que au sol. C'est assez intéressant. On Mm. va plus loin dans les étirements aussi. On peut faire un yoga hyper renforçant aussi. Enfin, c'est une pratique qui peut être très, très, très complète. Et j'avais trouvé, je sais pas si tu as alors, c'est un petit peu ce que tu disais quand tu disais: «J'ai on a l'impression d'être dans les airs», mais je trouve qu'au niveau des ressentis, on arrive facilement à se mettre dans sa bulle. Parce que, alors c'est plus facile aussi, c'est qu'on est obligé de beaucoup réfléchir, de beaucoup être concentré. Parce que quand on a la tête en bas, on sait plus où est l'avant, l'arrière, le côté droit, le côté gauche, on ne sait plus. Donc quand je guide mes élèves, je dis tournez-vous vers ma voix, pas devant parce qu'ils savent pas, vers ma voix, vers ma voix. Et c'est Et vrai qu'on oui. a besoin de plus de concentration. Et effectivement, on est peut-être du coup plus dans sa bulle parce qu'on est plus dans le ressenti, plus dans la peur aussi parce qu'on a un peu peur aussi de tomber. C'est assez intéressant. Et on peut faire des postures, mais même, tu vois, même un simple guerrier 1 ou guerrier 2, il n'y a plus de sollicitation au niveau des genoux ou des chevilles, tu vois, tu Mmh. fais beaucoup moins mal aux articulations pour ceux qui ont des problèmes articulaires. Donc j'aime beaucoup ouais, ce yoga, oui. C'est super intéressant et c'est pas trop compliqué en termes de matériel et tout? Est-ce que c'est toi qui achètes les hamacs? Comment ça se fait? Moi, j'ai mon matériel que j'ai amené à Maurice. Après, j'ai des élèves, comme j'ai dit, j'ai des élèves en cours privé. Eux, ils ont acheté carrément leur matériel. Ils ont presque même, enfin bon, mais ils ont même une salle de yoga chez eux, donc ils installent leurs trucs. Enfin voilà, donc ça, c'est vrai que c'est royal. Là, je donne des cours collectifs, mais je veux pas en avoir, je veux pas avoir trop d'élèves parce que c'est vrai qu'il faut être extrêmement prudent, être derrière parce que on peut tomber, hein, il faut faire attention. Donc c'est vrai que c'est un enseignement qui demande énormément de concentration, déjà pour guider les élèves qui comprennent rien, parce que quand ils ont la tête en bas, ils confondent tout, mais aussi de venir les spotter, de les aider quand ils comprennent pas justement plier la jambe, quand ils sont en bas, ils savent plus comment plier la jambe. Non mais mais c'est génial parce qu'ils ont tous ce sourire à la fin. On a vraiment l'impression d'avoir 10 ans, quoi, de Mmh. revenir un peu à l'enfant. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, moi, je me souviens, je le pratique. Je l'ai peu pratiqué, mais le jour où j'arrive à avoir un espace où je peux avoir un hamac, j'adorerais parce que je trouve que c'est vraiment trop ouais, ça détend comme tu dis, ça il y a ce côté, enfantin, ressenti, enfin, c'est très complet et du coup, là, maintenant, donc tu es à Maurice, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que tu as décidé de t'installer dans l'océan Indien? Alors, c'est une grande histoire d'amour avec l'île Maurice. J'ai découvert Maurice, je sais plus, c'était 17-18 ans de cela. Et vraiment un gros, gros coup de cœur. Mais on était venus en vacances avec, qui n'était pas encore mon mari, mon compagnon et notre fils. Et voilà, un gros coup de cœur. Je sais pas comment expliquer, ça vient de là, ça vient du cœur. C'est quelque chose que tu peux même pas expliquer. Tu dis, ben, c'est chez moi ici. L'année suivante, on s'est mariés justement sur l'île, sur la plage. Ça s'appelait Belmar parce que c'était vraiment la plage de mes rêves, là où je suis tombée amoureuse de l'île Maurice. 10 ans plus tard, on a adopté une petite Mauricienne et on venait vraiment chaque année, entre 1 mois et 6 mois par an. Et ça a été toujours dans ma tête. Un jour, j'habiterai Maurice. Un jour, j'habiterai Maurice. Et voilà, et il y a eu une opportunité il y a 4 ans de pouvoir avoir un petit contrat de travail qui m'a permis d'avoir mon visa de permis de travail, de l'occupation permit ici. Et quand le contrat s'est terminé, j'ai vu que mon activité pourrait être pérenne ici et je me suis mis ce on appelle en France auto-entrepreneur, c'est le statut de self-employed ici. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose dont auquel je travaille depuis des années parce que je me suis créé un réseau aussi pendant toutes les années où je suis venue en vacances à Maurice dans le but de venir m'installer à Maurice.
Donc tout ce que j'avais fait en France auparavant, c'était dans le but de venir à Maurice, d'avoir un peu voilà, de gens qui me suivent aussi sur les réseaux parce que bon, ça donne une sorte de crédibilité, d'avoir un peu de followers. Non, ça, c'est jamais très peu, mais je veux dire, pour eux, ça y est, on passe 10 000. Pour nous, pour eux, c'est un gage de. Enfin, ça, pourtant, ça n'a rien à voir, hein. Mais bon, voilà, ça donne Oui, un oui, gage oui. de, d'authenticité et de professionnalisme. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et une grosse partie de mes élèves ici, je les ai eus grâce à Instagram d'ailleurs. Mm. Mais je trouve que c'est intéressant quand même parce que finalement, tu dis que ça veut pas dire grand-chose, mais malgré tout, je pense que créer une communauté comme tu l'as fait et c'est la preuve, enfin, si on discute aujourd'hui, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que quand tu as créé ta communauté, c'est pas juste pour avoir des gens qui te suivent, c'est pour échanger, c'est pour et ça, je trouve que ça se ressent dans ce que tu partages. C'est pour ça que je l'avais créé à la base. Bon, à la base, moi, j'étais plus sur Facebook. À la base, j'avais fait un blog, mais il y a longtemps de cela, hein. C'était avant même d'être prof de yoga. Je l'avais fait quand j'avais eu mes problèmes de santé. J'avais vraiment fait des articles sur ce que j'avais vécu, etc. Sur l'endométriose aussi. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Donc, je l'avais fait là-dessus. Après, c'était Facebook. Mais c'est vrai que Facebook, c'est un peu perdu, entre guillemets, de reach. Les gens ne sont Mmh. plus trop sur Facebook. Sauf ici à Maurice, ils sont à fond Facebook. Mais du coup, je m'étais mise sur Instagram quand j'ai commencé le yoga, je crois, ou juste avant, quand j'ai commencé à être prof, enfin à prendre mes formations. Parce que ça faisait longtemps que j'en faisais. Je faisais des challenges Allo Yoga, donc je postais comme ça, je me suis ben, voilà, créé une communauté de yogis à la base. Et au tout début, c'était surtout des recettes de cuisine que je partageais. Et c'est vrai, ben, toi, tu en fais partie. Ça fait très longtemps qu'on suit sur les réseaux, c'est une belle rencontre. Mais c'est ça. Mais c'est ça. J'ai rencontré des gens que jamais j'aurais rencontrés s'il n'y avait pas eu Instagram. Mais vraiment. Un de mes meilleures amies à Maurice, c'est donc une élève à la base et on s'est rencontrés sur Instagram. Bêtement. Moi, je pensais même pas qu'elle Ouais. habite à Maurice. Je voudrais des cours. J'habite plus en France. Ah, mais non, j'habite à Maurice. Oh là, là où elle habite en plus, et là, il y a énormément d'expats et quasiment tous les gens de la résidence. Maintenant, je suis bientôt prof de yoga, quoi. Donc, tu vois, comme quoi, c'est incroyable, Instagram. Incroyable. C'est cette capacité finalement à créer des liens avec les gens. Oui, oui, après, il faut être moi oui, créer des liens, mais il faut être vrai, quoi. Parce que moi, je vois pas mal de choses passer. Ouais. Les gens ne sont Oui, pas très, très sincères et très vrais. Et je trouve que c'est en train de revenir parce qu'il y a eu toute une période de fake, entre guillemets, de gens un petit peu faux sur les réseaux. Là, je trouve qu'on recommence à être un peu plus authentique et ça fait du bien. tout à fait, mais tu sais, je pense que c'est comme tout, c'est-à-dire que parfois il faut aller dans un extrême et ensuite on revient à l'équilibre. Mais c'est vrai, tu as raison. Enfin, ouais, exactement. Parfois, il faut descendre très bas pour voir la lumière. Ouais, non mais c'est vrai, hein, malheureusement, mais bon. Donc maintenant tu as un bon réseau à l'île Maurice, mais finalement, ce que tu nous expliques, c'est que tu l'as créé pendant des années. Oui, c'est quelque chose que j'ai créé avant même de venir m'installer ici. Je veux dire, si j'avais pas fait ça, je pense pas que le premier mois, j'aurais fait le chiffre que j'ai fait, auquel je ne croyais pas, vraiment. Du moment où tout le monde a su, les gens que je connaissais, j'ai aussi travaillé pour un groupe hôtelier, justement dans lequel je me suis mariée, où j'ai la plupart de mes amis. Bon, malheureusement, j'ai dû abandonner cette année parce que j'ai déménagé dans l'île et c'est compliqué, mais heureusement que j'ai eu ces hôtels-là. J'ai travaillé à des cours particuliers ou des cours hebdomadaires dans chacun des hôtels. Il y en avait trois. Donc rien que ça, c'était déjà plusieurs cours par semaine, quoi, de ceux que je connaissais auparavant. Donc du coup, oui, c'est. Mais c'est passé des années avant, j'étais venue dans cet hôtel, j'ai tissé des liens, j'ai tissé des liens avec la femme du directeur, j'ai tissé des liens avec la femme du CEO. Enfin voilà, ça n'avait pas été du jour au lendemain. Je ne l'ai pas fait dans ce but-là, c'est juste que c'est un échange, c'est une interaction. Donc quand j'ai sympathisé avec eux, je pensais même pas que je deviendrais un jour prof de yoga, parce que comme j'ai dit, ça fait 18 ans que je viens à Maurice, quoi. Donc tu vois, mais j'avais l'idée que quoi qu'il arrive, je viendrais à Maurice m'installer, que ce soit dans le prof ou à l'époque quand j'avais mes spas ou en nutrition, quoi. C'était une évidence pour moi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final, tu sais, on dit toujours que c'est quand tu fais les choses vraiment avec le cœur. Toi, quand tu as noué ces liens avec ces personnes, c'était parce que tu avais envie de te lier avec ces personnes.
Et je pense que du coup, si un jour il y a une opportunité professionnelle, en fait, fatalement, ces personnes, si ils vont soit te tendre la main, soit faire appel à toi, parce que finalement, ce que vous avez créé, c'était déjà solide de base. Oui, après je pense qu'il faut être très ouvert. Parce qu'il y a des opportunités qui peuvent arriver et où on n'est pas soi-même bien et on va laisser passer des opportunités. Ouais, Donc c'est pareil, c'est un échange, c'est une énergie entre guillemets. Il y a l'opportunité, l'énergie de la personne et nous-mêmes. Et c'est vrai que quand je me suis installée ici, mais ça venait du cœur quoi, ça venait même du plus profond de mon être. J'ai dit, ouais. je vais y arriver parce que c'est ma place, parce que j'étais persuadée de ça. Et tout est arrivé comme ça. Et je pense qu'on attire le positif quand on va bien. Quand on va pas très bien, c'est un peu difficile justement d'être ouvert et que les opportunités, même si elles passent, on va pas les attraper parce qu'on n'est pas dans le mood où on peut accueillir les bonnes choses. Parce que je l'ai fait l'expérience un peu ces derniers temps. Et oui, quand on est ouvert, quand on est bien, quand on l'a décidé, quand on a motivé, là on va accueillir, il y a plein de choses qui vont arriver. Et quand on n'est pas bien, voilà, on a un peu de négatif et tout, ben on se rend plus compte en fait des opportunités qui se présentent à nous. Et comment tu as développé cet état d'esprit? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, cette capacité à quand même, être positive, être ouverte aux opportunités ou c'est quelque chose que tu as développé? Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement négatif, mais vraiment, je travaille tous les Comment jours tu fais? sur ma positivité. Je suis toujours en train de me plaindre. Tout le monde me dit, tu arrêtes pas de te plaindre. Non, je me plains pas, c'est factuel. Je travaille là-dessus, mais quotidiennement, mais vraiment. Je suis quelqu'un de hyper angoissé, stressé. C'est vraiment le yoga et tout ce que j'ai développé, même ma formation en health coach, qui m'a aidé à sortir un peu de ça. Je viens de passer une année très down, mais vraiment avec beaucoup de problèmes de santé, donc du Mmh. coup, plein de choses qui se sont enchaînées. Enfin, j'ai vraiment eu une année, on va dire merdique, mais vraiment, je le dis, hein, je suis en toute franchise. Mais j'ai vécu avant ça 3 années incroyables, malgré le confinement, malgré le fait que j'étais séparée de ma famille, malgré le fait que je me sois séparée de mon mari. Enfin, vraiment, ça allait quoi. Et j'ai eu voilà, des petits soucis qui sont revenus de santé. Là, ça y est, je suis redevenue, j'ai retrouvé mon énergie. Mais pourquoi? Parce qu'il a fallu que je travaille sur moi. J'ai passé l'été en France. J'ai pris du temps pour moi. J'ai arrêté de travailler, enfin pas tout à fait, mais j'ai réduit mes heures. Et j'ai repris de la pratique aussi pour moi, parce que j'avais arrêté de pratiquer pour moi. J'écris énormément pour moi, hein, j'écris énormément. Je me suis remis un peu dans tout ce que j'enseigne, tout ce que je promeus, je le faisais pour moi et là, ça y est, ça va mieux. Et bizarrement, j'ai plein de trucs qui arrivent sans que je demande rien. Et comme quoi, l'énergie qu'on dégage, je pense que la base, elle vient de là, quoi. Mais vraiment. Non, mais c'est très important ce que tu dis, parce que je pense que parfois on s'en rend pas compte. C'est-à-dire que parfois on a l'impression qu'il faut, je sais pas comment dire, il faut essayer de déclencher des éléments extérieurs, mais on oublie un petit peu l'intérieur. C'est-à-dire que un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que tu as pris du temps pour toi, tu t'es soigné, tu t'es reposé, tu as pratiqué, tu as écrit. En fait, tout ça, ça te nourrit et donc du coup, ça te change un petit peu et peut-être aussi que ça change ton état d'esprit et peut-être que finalement les opportunités, bah, tu les vois là où 2 mois avant, tu pouvais pas les voir. C'est exactement ça. Et le tout, en plus, nous, on fait des professions où on donne énormément. On donne de l'énergie, on Mmh. donne de nous-mêmes. Après, on peut pas faire ce métier-là si c'est pas de la passion. Pour moi, c'est une certitude, autrement, on n'est C'est pas un sûr, bon c'est prof. sûr. Et quand on donne, on donne, on donne, il arrive un moment où, si on s'oublie, comme j'ai pu le faire, ben, le corps il dit stop, la Mmh. tête dit stop, et on parle souvent d'ailleurs des profs de yoga, des burn-out des profs de yoga. Pourquoi? Parce qu'on donne Ouais. trop, parce que c'est très physique, parce qu'on ne se rend pas compte que derrière un cours, il y a toute une préparation parfois. Moi, je fais énormément, énormément de routes, donc c'est pas uniquement être que sur le tapis, il y a tout le reste derrière. Et, et c'est vrai qu'il faut apprendre à se poser. Il faut apprendre, c'est pas apprendre, il faut se mettre un gros coup de pied au derrière quand on sent qu'on est en train de vriller de l'autre côté et se dire, bon, mais c'est pas grave. Tu vas perdre de l'argent, c'est pas grave, parce que ce n'est que de l'argent. Et te dire, le mieux, c'est ta santé et tu rebondiras après. Tu rebondiras, tu vas perdre un peu là, mais tu seras tellement mieux après que tu vas en gagner plus après, quoi. Enfin, c'est ou tendre aussi. Enfin, Mmh. moi, je sais que
On m'a dit: «Vas-y, viens en France, de toute façon tu seras logé, on va te donner à manger, enfin tu auras pas besoin de beaucoup d'argent pour aller en France». Moi ça me gênait atrocement, alors que c'est ma famille, et cetera. Mais je l'ai fait, j'ai dit: «OK», et au final, j'ai même pas eu besoin de demander qu'on me prête de l'argent ou quoi que ce soit parce qu'au final, j'ai vendu des programmes dont j'en ai pas parlé, mais je vends des programmes en ligne. J'ai fait des cours de yoga qui étaient absolument pas prévus. J'ai continué des cours sur Zoom qui n'étaient absolument pas prévus. Donc j'ai quand même continué un peu à travailler et du coup à gagner un peu d'argent. Alors que moi, j'étais partie hyper négative. Je disais non, je pars pas en Europe, je prends pas de vacances cet été, je reste là et je mangerai des pommes de terre, quoi. Donc tu vois, mais parce que j'ai accepté l'aide de quelqu'un qui m'a permis de me reposer, mais bizarrement, comme j'allais mieux, bien tout est arrivé, quoi. C'est assez étrange la vie, hein. En fait, c'est étrange, mais pas tant que ça. Je suis en train de lire un bouquin super intéressant qui, redéfinit un petit peu la place du travail dans nos vies, en disant que souvent, tu sais, c'est la priorité numéro un. Alors qu'en fait, si tu réfléchis et depuis ce que tu nous dis, on sait qu'en fait, finalement, c'est la santé. C'est toi, comment tu te sens, le numéro un. C'est exactement ce que je dis aux femmes dans mes coachings de femmes. Je leur fais souvent remplir, c'est quelles sont vos 5 priorités? Elles se mettent jamais dedans, mais jamais. C'est toujours le travail, les enfants, la famille. Non, ta Mmh. priorité, c'est toi, c'est ta santé. Mais vraiment, la santé, tout vient de là. Toi, tu es professionnel de santé, tu sais que c'est important. Et si on n'a pas ça, mais en fait, tout est interdépendant dans la vie. C'est un château de cartes, en fait, ou un jeu de domino. Enfin, il y a tout qui tombe. Donc, si on n'a pas la santé, comment on peut être bien avec son compagnon? Comment on peut être bien avec ses enfants? Comment on peut être bien dans le travail? C'est totalement impossible. Donc, je ne comprends pas comment on ne peut pas faire des C'est ça. choix en corrélation avec sa santé. C'est compliqué. Je pense que parfois, tu sais, le travail prend tellement de place ou le travail ou d'autres choses en fait, hein, que la santé, on se dit: «Bon, on aura le temps, on aura le temps de se reposer». Moi, je vois ça avec certains patients et je te jure que ça fend le cœur parce qu'en fait, ils se sont donnés pour leur boulot, pour leur famille, peu importe et en pensant qu'ils allaient avoir le temps d'aller mieux un jour. Mais en fait, malheureusement, Alors, moi, j'ai remarqué, c'est les gens qui ne s'arrêtent pas. Moi, je me suis arrêtée, je m'arrête de temps en temps, je dis stop et ça suffit. Je vais pas, même là, tout à l'heure, je suis même pas sûre d'aller faire un cours parce que j'ai une rage de dents, je vais chez le dentiste après. Je me suis dit, si j'ai mal, tant pis, j'annule. C'est pas grave. C'est pas un cours, ça va tuer personne que j'annule un cours. Je l'aurais pas fait il y a encore quelques temps. Maintenant, tant pis. Mais je pense que c'est quand on apprend à ce qu'est la douleur. Moi, je vois certaines personnes autour de moi, des personnes qui n'ont jamais eu de problème de santé. Jamais. Même limite un rhume, mmh. c'est très, voilà, c'est pas fréquent, jamais cassé un pied, enfin bon bref, jamais de problème de santé. Donc c'est des personnes qui vont tirer sur la corde. Tirer, 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 avoir une hygiène de vie qui n'est pas forcément saine, et cetera, parce qu'ils savent pas ce que c'est la douleur. Et on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils savent pas ce que c'est, donc ils vont même pas faire de la prévention, parce qu'ils ont jamais connu la douleur, ils ont jamais connu un problème de santé. Que quand on est dans mon cas ou des certaines personnes que tu as vues, mais qui ont attendu justement d'avoir un problème de santé pour s'arrêter. Alors qu'il faut arriver à s'arrêter avant d'avoir un problème de santé, ou au contraire, même pas avoir besoin de s'arrêter. Mmh. C'est juste trouver un équilibre justement pour pouvoir travailler régulièrement et en n'étant pas obligé de s'arrêter net parce qu'on est arrivé à bout, quoi. Et ça, je pense que ça vient de son histoire avec la douleur. Une personne qui a eu mal, qui sait ce que c'est, elle va avoir tendance à être plus raisonnable, entre guillemets, à savoir s'arrêter un peu plus, à faire un peu plus attention à elle, parce qu'elle veut pas repartir dans la douleur qu'elle a eue. Les plus assidus en C'est yoga, sûr. si tu vois bien, souvent, c'est des gens justement qui ont des problèmes de dos, qui veulent plus avoir de douleur. Et c'est des gens qui, dès qu'ils s'arrêtent de faire du yoga ou d'autres pratiques ou de l'activité physique ou quoi, ont tellement mal qu'en fait, c'est un rappel énorme pour continuer. Ben moi, je suis la première, si je m'arrête à faire du yoga pendant, peut-être pas une semaine, mais ça m'est arrivé, je sais plus quand c'était ou il y a longtemps, 2 3 semaines, mais c'est fini, quoi. Je recommence à avoir mal au dos, tu recommences à non, ça va plus du tout, là. Non, 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 non. C'est une hygiène de vie après. Ouais, c'est ça. C'est une hygiène de vie, mais savoir pour en fait, c'est tout l'enjeu de la prévention, hein, c'est savoir, qu'en faisant petit à petit. Exactement, c'est de la prévention, mais le yoga peut être préventif. Comme moi, je travaille dans la nutrition, c'est Mmh. aussi de la prévention. Heu Tout est une question de prévention. Après, les gens ne le font peut-être pas C'est suffisamment. ça. Voilà, ils attendent d'arriver.
Voilà, et échéance, dire: «Ah bah non, là je peux plus. Voilà, je suis malade ou je me suis bloqué le dos ou j'ai pas fait attention avant, j'ai mangé fast-food pendant 20 ans». Enfin voilà, je vis les choses, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est pour ça que j'aime beaucoup la médecine, ayurvédique, par exemple, parce que c'est une médecine de Ouais. prévention. Ouais. C'est une médecine de prévention. Mhm. Mhm. Et d'ailleurs, toutes les médecines asiatiques, ce sont des médecines de préventive. C'est ça, c'est ça. En lien avec, la saison, en lien, avec tout ce qui nous entoure et qu'on oublie malheureusement. Et toi, d'avoir fait ce grand saut, d'avoir quitté la France, quitté ta famille aussi, quitté tes amis que tu avais en France, est-ce que tu as eu peur? Ou est-ce que finalement ça a tellement été préparé que ça allait? Je pense que c'était tellement dans ma tête depuis des années et je m'auto-persuadais que ma place était à Maurice que à aucun moment j'ai eu peur ou je me suis posé des questions. Mais vraiment à aucun moment. Non. Après oui, c'est dur d'être loin de la famille, surtout bon, on sait ce qui s'est passé, il y a eu le Covid on va dire 2 Mmh. ans et ici ça a vraiment fermé les frontières. Moi pendant 1 an, j'ai pas vu mes enfants, enfin vraiment ça a été difficile. Après, j'avais beaucoup d'amis ici avant de venir m'installer. J'avais déjà Mmh. une famille de cœur, des amis. Alors oui, j'ai abandonné quelques amis en France, mais bon, j'ai mes amis ici, donc c'est vrai que l'un dans l'autre, et j'ai toujours eu mes amis ici qui étaient peut-être pas plus fidèles, c'est pas ça, mais plus, ouais, peut-être plus fidèles. Donc au final, c'est quand j'étais en France que j'étais en manque d'eux. Donc, ouais, c'était comme un OK. retour à la maison, quoi. De m'installer ici, c'est comme un retour à la maison. Même si la France me manque, hein, attention, hein. Ouais. Je dis pas qu'à certains moments, c'est difficile d'être loin de la France, parce qu'on habite dans une île. Comme on a dit, là, je ne sais même pas si Internet fonctionne Mmh. correctement. Je ne sais pas si ça va donner au niveau du son. Mais on a quand même des petits Ça ira, soucis. ça On ira, mange pas ce qu'on veut, quand on veut. Ça, c'est très cher. Il y a des choses qui sont très chères. Enfin, voilà, on est quand même une petite île, loin de France, à plus de 11 heures de vol. Donc oui, parfois, je ne vais pas mentir, ça peut être compliqué. Si on arrive à rentrer une ou deux fois dans son pays natal, ça va, mais sinon, bon, en tant qu'expat, parfois, c'est compliqué. C'est compliqué à quel niveau tu trouves? Là, tu nous parlais un petit peu de la nourriture, est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors moi, par exemple, c'est la route. Moi, je conduis énormément à Maurice, énormément, et à savoir qu'il s'arrête n'importe où, en plein milieu de la route, mais tout le temps, n'importe quand. Si tu pouvais rentrer dans le magasin, enfin, en France, tu pourrais pas voir ça, c'est pas possible. En plein milieu de l'autoroute, ils vont s'arrêter, quoi. Enfin, faut être tout le temps vigilant. Il y a des toutes petites pétrolettes, là, les petits vélomoteurs, là. Il y en a partout. Il y a des camions qui vont à 20 km/h. Il y a parfois, tu as une vache qui traverse, et puis parfois, c'est autre chose, et puis il y a des chiens errants partout. Ouais. Enfin, vraiment, les routes tu traverses des petits villages où il n'y a pas de trottoir. Enfin, c'est assez particulier hein, de conduire ici. Hein, mais vraiment très, très particulier. Donc, c'est extrêmement fatigant. Donc, comme je fais beaucoup de routes par jour, Mmh. ouais, c'est très fatigant pour la route. Il y a tout ce qui touche aux animaux. C'est vrai qu'il y a énormément de chats et de chiens errants. C'est vraiment. Ouais. On ne pourrait pas comprendre en tant qu'Européens ce qui se passe ici, vraiment. Parce qu'ils n'ont pas le Mmh. même rapport que nous, on a avec nos animaux domestiques. Et ça, c'est vrai que c'est un peu triste. Et après, tout ce qui est un peu pollution, le plastique, la pollution. Alors ça, Ouais. enfin un petit peu, pas de plus en plus, mais un petit peu, il y a un peu de prévention. Mais les plages jonchées de plastique, de bouteilles plastiques, ça, ils font pas attention, quoi. Vraiment, je jette ma bouteille Mmh. par-dessus la voiture. Ça, c'est un peu difficile. Et est-ce qu'il y a un problème, d'eau potable à Maurice ou est-ce que ça va? Justement, je ne sais pas. En tout cas, c'est Erika, en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Alors, moi, je bois jamais l'eau du robinet ici parce que je suis assez malade quand je bois l'eau du robinet. Donc, j'ai acheté des bouteilles en plastique, mais de l'eau d'ici, d'accord? Pas de l'eau importée. Ça allait. Et là, je me suis mis un filtre à eau sur mon robinet. Et j'ai des petits soucis de cystite depuis plusieurs mois et on se demande si ça vient pas de là. Donc là, je suis en train Mmh. de faire un test, d'acheter de la Volvic qui coûte une blinde ici, mais vraiment une blinde et qui est pas du tout écolo, etc. pour voir si ça vient de l'eau ou pas. Mais c'est vrai que la semaine dernière, bon, on avait de l'eau marron qui sortait donc du robinet. Donc même filtrée, j'ai pas osé la boire. Hein. Donc bon, je pense que ça dépend aussi dans quel coin de l'île tu es. Je crois que dans le nord, c'est plus compliqué.
Voilà. Ouais, ouais. Non, mais il y a tout ça auquel il faut penser. Bon, moi, je vois par rapport à La Réunion où c'est vrai, bah, il y a des problématiques, les chiens errants, les chats errants, c'est les mêmes problématiques. Au niveau de la route, énormément d'embouteillages. Bah, après, voilà, c'est les problématiques des îles, en fait. Tout à fait, donc c'est les problématiques de toutes les îles. Après, c'est la nourriture. Mmh. C'est vrai que la nourriture, ça doit être plus compliqué qu'à La Réunion, parce qu'à La Réunion, reste quand même français. Même après, on peut trouver, hein, mais c'est extrêmement cher et c'est pas régulier. Tu vas au supermarché, parce que Mmh. malheureusement, bah, maintenant, je fais mes courses au supermarché. Avant, je faisais jamais mes courses au supermarché, mais depuis que je suis arrivée ici, ben, si tu veux avoir ce dont tu as besoin, tu vas au supermarché. Et tu vois, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, des flocons d'avoine sans gluten, tu dis mais trop bien, alors t'en prends 4 ou 5 paquets parce que peut-être pendant 6 mois, t'en auras pas, quoi. Donc, ou il y a un lait d'amande que Ouais. j'adore, je suis obligée de le prendre en grande quantité parce que je sais que peut-être pendant 2 3 mois, il n'y en aura pas. Donc c'est vrai que c'est le Mmh. côté des îles, et puis il y a le Covid aussi qui est passé par là, je pense que ça va rien arranger. Donc tu fais un peu attention, à tes courses. Tu fais du stock. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, bah, c'est ça. Après, c'est s'habituer à finalement, à notre système, à notre pays. Enfin, là, je me plains Mmh. beaucoup, comme tu as pu voir. Tu me dis ce qu'il y a pas. Mais après, on a un tel cadre de vie, un tel. C'est vrai que, comment dire, ça efface, on va dire, tous ces mauvais côtés que d'habiter dans une petite île. On a un climat qui est incroyable, les gens ici sont tellement gentils, souriants. Oui, c'est facile même, c'est facile, le bouche à oreille marche très bien, donc c'est facile de se faire une clientèle aussi. Il y a tous ces Mmh. côtés-là, quoi, qui sont très agréables. Et justement, le rapport là, quand tu dis: «C'est facile», est-ce que le rapport au travail, à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire est-ce que c'est plus simple de créer une entreprise ou de créer une activité à Maurice ou en Alors France? c'est 2 choses différentes. En France, enfin moi j'avais pas souvenir que ce fût très compliqué en tant qu'auto-entrepreneur. Ici, comme il faut un visa, il faut un occupation permit, tu es obligé de quand même pendant, bah, en fait de monter un dossier. Pour que tu aies le droit de monter ton entreprise. Donc, franchement, pour moi, j'ai trouvé ça extrêmement simple. Ça se faisait par internet. Ça a été extrêmement rapide. Vraiment, moi, je trouve pas qu'il y ait, en tout cas, mon cas, pour moi, ça a été extrêmement simple. Que ce soit côté employé, parce que les 9 premiers mois où je suis venue à Maurice, j'étais en tant qu'employé, et ensuite en tant que self-employed, mais ça a été extrêmement simple. Vraiment. Mais je sais qu'il y en a certains qui galèrent parce qu'à savoir qu'à Maurice, tu peux pas venir, si tu prends, hem, du travail à un Mauricien. Moi, je pense que si j'étais venue en tant que seulement professeur de yoga, je ne suis pas sûre qu'ils m'auraient délivré mon visa. Sauf que comme je travaille dans la nutrition et qu'ils ont besoin justement de personnes, qui sont Mmh. formées à la nutrition, je pense que ça a aidé justement à ce que j'ai mon visa. Et c'est vrai que ça dépend du secteur d'activité. On va pas venir à Maurice en tant que serveur d'un restaurant, quoi, par exemple. C'est pas possible. Ça, on prendrait de la place à quelqu'un. À ce niveau-là, c'est compliqué. Il faut savoir quel secteur d'activité te permettent justement d'avoir une occupation permit ou de créer une entreprise ou de créer une société. Ça, c'est un des statuts. Après, tu as le statut où tu peux venir habiter à Maurice, mais il faut acheter une maison qui est réservée aux expatriés qui te donne le droit de résidence. Mais Et ça, ouais. c'est autre chose. C'est en dehors du travail, on va dire. Mmh. Ça, c'est autre chose. Et là, maintenant, du coup, ton système d'offres, parce que là, finalement, tu vis à 100 de tes activités yoga, nutrition, peu importe comment elles soient faites, c'est-à-dire à présentiel, en distance. Et du coup, qu'est-ce que tu as développé pour que tu puisses en vivre? Alors, sincèrement, quand je suis arrivée à Maurice, je faisais que du yoga. La nutrition, j'avais très peu de coaching en nutrition, mais vraiment, j'avais peut-être un ou deux, pas de plus. Donc, c'était pas viable. Euh, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait énormément de cours, mais des trucs de malade. Parfois, j'avais 30 cours dans la semaine. C'était pas vivable. Oui, j'étais à l'hôtel et je les enchaînais. J'avais une période festive à Noël, mais j'enchaînais. Mais je sais pas, 7 jours sur 7, j'ai bossé. De toute façon, pendant les 3 premières années, j'ai vraiment bossé tous les jours, tous les jours. Il y a qu'un un an et demi maintenant que je m'accorde les week-ends. Et c'était pas rentable, entre guillemets, parce que tu travailles énormément. C'est pas les mêmes salaires qu'en France, hein, attention, même si on n'a pas les mêmes charges, Non. mais on est nettement en dessous de ce qu'on gagne en France et on s'épuise à la santé. Et donc, je me suis dit, mais je vais pas pouvoir continuer à ce rythme-là. Donc, c'est là où j'ai créé un programme pour les femmes, un programme en ligne autour de la nutrition, du développement personnel, de la beauté et du yoga.
Et maintenant, ça représente la moitié de mon chiffre d'affaires. Sauf l'année dernière où je me suis un petit peu, voilà, j'ai eu une année un peu compliquée. Mais normalement, ça représente la moitié de mon chiffre d'affaires. Et si j'arrive à vivre, entre guillemets, en ce moment, c'est parce que, financièrement, c'est parce que j'ai le yoga. J'ai réduit les heures parce que physiquement, c'était plus possible de faire autant d'heures. Même par rapport à l'année dernière, j'ai continué à réduire pour me, qui me rapporte enfin, normalement la moitié. Je sais que si je m'y consacre plus, ça rapportera plus de la moitié de mon chiffre. Mais là, c'est de la peur. Mmh. On en revient tout à l'heure, tu me disais si j'avais peur d'installer. Là, moi, j'ai peur de réduire drastiquement mes cours de yoga. J'ai peur que mes programmes ne compensent pas, justement. Même si, au fond de moi, je sais que ça va arriver. Mais il y a quand même une petite peur à réduire ces cours pour mon autre activité. Mais sincèrement, si je n'étais que professeur de yoga en présentiel, euh, je ne vivrais pas. Enfin, je pourrais pas rentrer en France une fois par an. Je vivrais extrêmement, extrêmement, extrêmement simplement. Je m'achèterais pas du lait d'amande bio toutes les semaines, hein, ça c'est sûr. Donc, pour être totalement honnête, que être prof de yoga, je vivrais pas. Ça, enfin, ça, je l'entends, enfin et pour l'avoir vécu, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais ce que je trouve intéressant dans ton parcours et qui peut être très inspirant aussi et qui, moi, m'inspire beaucoup en te voyant, c'est que je trouve que tu as quand même réussi à mettre en place un système avec ton coaching de femmes dans lequel tu as fait appel à toutes tes compétences. Là, on revient en fait à ce qu'on parlait tout à l'heure du côté holistique. Côté, voilà, chaque chose amène. euh, je dis souvent ça à mes coachés, on pourrait manger la nourriture la plus saine du monde, qui nous est adaptée, etc. Mais si notre métier nous emmerde, si on a un mari qui nous fait chier, ben en fait, on va pas être bien. On va pas être bien. Pourtant, on mange sainement, et puis ça veut pas dire donc du coup qu'on va pas déclarer des maladies parce qu'on sera stressé. Donc c'est en amenant effectivement toutes mes compétences et toutes mes expériences depuis bientôt, ça fait plus de 18 ans que je suis dans le bien-être, où j'ai réussi à trouver moi-même mon équilibre, même si parfois il est toujours tangent, hein, on est toujours en train de trouver son équilibre, Mmh. il faut parfois des rappels à l'ordre, mais je ne pouvais pas faire que un programme de nutrition, aucun programme de yoga, parce que ça ne fait pas tout. Alors je me tire une balle dans le pied parce que je sais très bien que mon programme il est trop complet et du coup j'arrive pas à le dispatcher. Enfin bon, ça c'est un problème marketing, etc. Mais je vois pas l'intérêt de vendre ce programme-là sans tout ça. Parce que ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas. Ouais, mais parce qu'il est aussi complet qu'il fonctionne. Bien sûr, c'est ça, mais il est plus difficilement vendable, entre guillemets, qu'un programme que de nutrition ou un programme que de yoga ou qu'un programme que de beauté. Parce qu'il y a très peu de personnes qui ont cette approche où les gens comprennent qu'en fait c'est un tout. Moi sur mon programme, souvent je dis oui pour perdre du poids et tout, alors qu'au final le programme il est pas que pour ça, il est loin de là, même parfois on perd pas de poids, mais on se sent Mmh. tellement mieux dans la tête, ou on gagne en énergie, etc. Mais on vient par la perte de poids, bah, ça fait vendre tout simplement, parce que les gens ils veulent perdre du poids. Il y a très peu de personnes qui viennent me voir en me disant j'aime ton approche. Il y en a quelques-unes, heureusement, mais j'aime ton approche où il y a tout qui est inclus et on comprend. On comprend pourquoi Mmh. il faut faire des exercices de développement personnel pour stimuler la motivation, pour stimuler la confiance en soi. Justement, pour instaurer une discipline au niveau du yoga, par exemple, ou instaurer un équilibre alimentaire. Et du coup, c'est C'est ça. aussi une discipline, c'est aussi beaucoup de. Mais oui, faut apprendre, il faut mettre des choses en place, et c'est difficile aussi hein, pour Mmh. certaines personnes qui Mmh. reviennent de très très loin côté nutrition. Et elles comprennent qu'en fait, la base de mon programme, c'est le développement personnel. Quoi. Ça vient de là. Autrement, on ne pourrait pas mettre les choses en Mmh. place. On va le faire, oui, mais sur deux semaines, et puis on va oublier. C'est ça, exactement. Mais tout ce que tu dis, ça me parle tellement. Tu sais, il y a, les régimes, enfin pas les régimes, les arts de vivre à Okinawa, le régime crétois où on te dit: «C'est super», enfin voilà, il y a vraiment des, résultats, les personnes vivent longtemps en bonne santé. Sauf que et c'est exactement ce que tu disais, si tu prends par exemple un New-Yorkais, j'ai rien contre les New-Yorkais, mais c'est juste pour prendre un exemple
ultra stressé, un peu isolé socialement, bah, il aura beau manger un super, tu vois, super modèle alimentaire Okinawa, il y a ça n'ira pas, ni dans sa santé, ni dans sa vie. Pourquoi ça marche pour le monsieur qui habite à Okinawa? Parce qu'il est dans un environnement, qu'il a une culture qui est C'est ça. différente, parce qu'il est moins stressé. Et là, c'est justement à adapter, entre guillemets, c'est pas le mot régime, régime je perds du poids, c'est régime, c'est hygiène alimentaire quand je parle de régime. On peut adapter le Ouais, régime Okinawa à New York, mais à condition ben, de faire le reste qui va autour. Ben, je calme mon tout à stress, fait. d'où vient mon stress, déjà savoir pourquoi on est stressé et aller trouver des solutions, le déclencheur du stress. Et là, on va pouvoir travailler, mais il faut se poser énormément de questions, il faut faire énormément Mmh. d'introspection. Moi, ce qui pas me choque, m'agace peut-être un peu, c'est que je pense que les gens ne prennent pas assez de temps pour eux et apprendre à se comprendre. Se comprendre. C'est ça. Ils ont des Totalement. mécanismes où ils vont, voilà, comme tu disais tout à l'heure, comme ils n'ont pas de problème de santé, ils vont pas faire attention à leur alimentation, ils vont peut-être pas faire de sport, ils vont peut-être un peu trop boire, etc. Pourquoi? Parce que bah, c'est un exutoire. Voilà, je mange mal parce que je suis stressée, je bois parce que je suis stressée. Mais ils vont pas se remettre en question. Ils vont pas se demander pourquoi je suis stressée. Ils vont continuer parce qu'ils ont trouvé un exutoire qui n'est pas sain, forcément. Mais ils vont pas se remettre en question parce que c'est bien plus difficile de se remettre en question, de travailler sur soi, de mettre des choses en place que d'aller à la facilité, comme effectivement se laisser aller, manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, etc. etc. Et, et je pense que chaque personne, j'espère au moins dans sa vie, va avoir un déclic et pouvoir se dire il faut que je me pose et me dire mais qui suis-je? Qu'est-ce que Mmh. j'ai besoin? Qu'est-ce qui me permet d'aller bien? Et quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Et on voit tellement enfin, je sais pas, de parents stressés avec leurs enfants, de divorces, de problèmes là au travail, de manque de communication, de problèmes, enfin, plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on se remet pas en question, parce qu'on on va pas chercher qui on est vraiment. Et d'ailleurs, toute la pratique du yoga, pour moi, le yoga, c'est un chemin à travers soi. C'est apprendre à se connaître, Ouais, tout à apprendre fait. à connaître son corps, les méditations, parce que bon, après, ça dépend si on fait beaucoup de méditation, mais moi, j'ai fait énormément de retraites bouddhistes, des week-ends entiers à méditer, parfois c'était totalement inconfortable, j'ai détesté ça, et d'autres, ça m'a libérée. Mais ça a mis des années, c'est pas du jour au Mmh. lendemain, on se dit, ça y est, je suis déstressée, et même encore aujourd'hui, je suis encore quelqu'un de très anxieux et très stressé, mais voilà, j'ai des outils, je sais comment faire, je m'isole, voilà, je prends du temps. Et justement, j'allais te poser la question pour trouver ton équilibre entre ta vie professionnelle qui est quand même très fournie, tu nous l'as dit, et ta vie personnelle qui est aussi très fournie par rapport aussi à tes spécificités par rapport à ta santé. Quels sont tes piliers, on va dire, de bien-être? La nourriture. Ouais, ouais, ça, Mmh. si je décroche au niveau de mon alimentation, ça s'empathie tout de suite sur ma santé, donc sur le reste. Donc ça, c'est vrai que mon pied, c'est d'essayer de manger le plus pas sainement, c'est pas ça que je veux dire, hein, le plus en adéquation avec ce Ouais. dont j'ai besoin. Je suis pas végétarienne et je sais pourquoi. Parce que j'ai une maladie génétique avec le collagène. Si j'étais végétarienne, ça serait compliqué, j'ai des problèmes intestinaux, enfin bon bref. J'ai essayé, ça marche pas. Donc vraiment, piller, c'est ça. Autre chose, c'est être seule, d'avoir des moments de solitude, mais vraiment, j'en ai besoin pour me ressourcer, pour me Mmh. calmer. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec mes années aussi, enfin les mois que j'ai passé à l'hôpital, on est très souvent seul. Voilà, les week-ends Ouais. de retraite bouddhiste et tout. Avant, je n'étais pas quelqu'un qui était tout le temps seul, hein, loin de là. Je détestais la solitude. Et là, j'en ai besoin. Vraiment, j'en ai besoin pour me ressourcer. Donc, je pense que c'est ça mes pieds. C'est pour ça que je me levais extrêmement tôt, même en France. C'est des moments où j'étais seule, où les enfants n'étaient pas levés, où je pouvais justement écrire, où je pouvais faire mon yoga, méditer, voilà, prendre du temps pour moi. Et ça, ouais, ça, c'est ma base, quoi. De me prendre du temps seul pour Mmh. moi, la nourriture, ça c'est indispensable. Bon, après le yoga, bien sûr, ça je discute même pas parce que ça fait partie de mon quotidien. Mais auquel il faut vraiment que je fasse attention, c'est ça. Parce que si je suis pas assez seule, si je ne me recentre pas sur moi, si je prends pas assez de repos et si mon alimentation ne va pas,
mon corps part en vrille et ma tête aussi après, quoi. Et tu arrives à repérer les signaux? Oui, beh, justement, là, j'ai mon corps en inflammation. Je le sens. Là, je t'ai dit, j'ai une Ouais. cystite. Là, bon, après, j'ai un problème dentaire, donc je sais pas exactement ce que j'ai. Donc, et là, je sens que ça va pas. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai fait plusieurs écarts avec du gluten. Moi, je suis intolérante au gluten, donc quand j'en fais un petit peu, ça va. Mais là, c'était peut-être un peu trop abusé. Et là, je sens que, voilà, faut que je revienne à quelque chose d'assez draconien pendant quelques semaines pour rétablir mon côté inflammatoire du corps, quoi. Mmh. Et ça, je le sens tout de suite au niveau de ma digestion, de ma peau. Quand là, tu vois, j'ai des petits boutons qui apparaissent, ça, je sais que ça y est, ça va pas, quoi. Je le sens tout de suite, tout de suite. Mais je trouve que le yoga peut aussi apporter cette, conscience à la fois des signaux internes et externes. C'est-à-dire que ça te permet de prendre ce temps de pause dont tu parlais tout à l'heure et qui manque parfois dans des vies où finalement tout s'enchaîne et tu as pas le temps. Mais dès que tu as cette pause, je pense que c'est aussi ce qui peut te permettre d'être plus sensible à toutes ces manifestations. C'est être dans l'introspection, d'être dans le ressenti. Et effectivement, le yoga, c'est ce qui nous Mmh. apporte, que ce soit dans les postures ou, comme je disais tout à l'heure, dans la méditation et les respirations. Ça peut être extrêmement inconfortable et se demander pourquoi c'est inconfortable. Ou une posture, Ouais. pourquoi elle est inconfortable? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas forcément qu'une question de souplesse. Ça peut être Mmh. aussi une blessure ou là, je vois les gens, tu sais, quand tu les mets en ouverture, là, et une personne me dit j'ai envie de pleurer. Je dis oui, mais t'as peut-être quelque chose, voilà, là, le cœur, le Mmh. plexus, quand tu l'ouvres, il y a peut-être des choses qui sont à l'intérieur qui ont besoin d'être libérées. Donc, oui, c'est Mmh. un chemin. Donc, combien de fois, même encore, il n'y a pas récemment, j'avais jamais fait de Kundalini. J'ai fait un cours de Kundalini à Ouais. Paris. J'ai mis du temps à vraiment à avaler, enfin à digérer ce que j'avais vécu. C'était hyper puissant. J'ai ressenti du froid, du chaud, limites des tremblements, Je dis, waouh, je suis en train de me libérer d'un truc, quoi. C'était assez étonnant. Mais vraiment, c'est un yoga qui m'a Mmh. beaucoup, beaucoup chamboulé, ça, hein. Mais vraiment. Et pourquoi tu donc c'était la première fois que tu prenais un cours de Kundalini, tu en avais jamais pris avant? Et il n'y en a pas à Maurice. Donc, bien Ah ouais. en reprendre, j'ai vu qu'il y en avait une qui faisait ça en ligne. Je me suis dit, est-ce que faudra que j'essaye? Je vais voir parce qu'elle le fait en ligne avec Mmh. Bali. Je Mmh. vais essayer, on va voir, on va tenter. Mais ouais, c'était assez surprenant. Et tout ce qu'on peut faire à la respiration, mais moi, ça me fait. Oh, mais une fois, mais j'ai fait pleurer un homme pendant une demi-heure à des exercices respiratoires, quoi, avec vraiment des trucs un peu poussés. Et j'ai dit, mais waouh, mais même moi, j'ai été dans des états presque de transe rien qu'avec la respiration, quoi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire seul rien qu'avec son corps, avec son énergie, avec sa Mmh. respiration? C'est magique, quoi. Moi, enfin, je sais pas, c'est pas magique, c'est incroyable. C'est la- Non, non, c'est particulier, mais la respiration, c'est compliqué. Moi, je qui vois des patients qui ont des pathologies respiratoires, c'est là où tu te rends compte aussi de toute l'angoisse, l'anxiété liée à une respiration qui peut pas bien se faire. Mais à l'inverse, quand une respiration peut bien se faire, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Et moi, c'était pas une réflexion que j'avais avant et c'est une réflexion que j'ai depuis quelques mois. Il y a des trucs qu'on n'explique pas, en fait. Bon, après, la respiration, bon, on sait quand même les effets de l'inspire, de l'expire, avec une respiration complète, avec le diaphragme, etc. Mais après, l'apport en oxygène ou pas, on arrive un peu à voir ce qu'on peut faire à la respiration, mais sans prendre conscience. Il y a beaucoup de gens C'est ça. qui ne savent pas, qui ne prennent pas conscience de ça. Moi, ça fait très 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 longtemps que je prends conscience de ça parce que j'ai fait des stages de méditation où on apprend justement à être dans la respiration, on a des exercices même respiratoires dans les méditations, donc c'est très longtemps. Mais je vois la difficulté de certaines personnes, ne serait-ce qu'à Mmh. respirer, c'est incroyable. Mais vraiment, encore ce Ouais. matin, là, je vois un monsieur, il est tout raide, il est jeune, il n'a même pas 40 ans, mais il n'arrive pas à respirer, il ne sait pas respirer. Même je lui dis inspire, il ne sait Mmh. même plus. Qu'est-ce que c'est inspirer? C'est fou, hein. Moi, ce qui me parle, enfin là, ça me parle d'autant plus en t'entendant dire ça, c'est que je me dis: «Je ne comprends pas comment on peut pas, tu vois, avoir des cours de respiration ou de méditation
de tout petit, en fait. Parce que comme tu dis Je suis tellement d'accord, on devrait faire ça depuis la maternelle. En plus, c'est facile justement à inculquer des routines ouais. comme ça depuis tout petit. Alors après, oui, on va dire, oui, c'est le rôle des parents. Mais pourquoi pas inculquer ça faire ça avec nos enfants? Mais après, je sais qu'on est Mmh. dans la première. Après, moi, j'ai pas aidé. Moi, ça fait, mon fils, il a 24 ans bientôt. Donc, il y a 24 ans, je n'étais pas encore là-dedans. Mais mon fils, par exemple, au niveau alimentaire, il fait super gaffe maintenant. Il sait parce que je lui ai inculqué. Bon, ma fille est dans Mmh. l'opposition, donc elle, Ouais, elle fait c'est tout le ça. contraire de ce que je lui dis de faire, mais parce qu'elle est dans Mmh. l'opposition, mais je sais que la graine, elle est plantée. Et j'avais Mmh. essayé avec ma fille yoga, respiration et tout. La dernière fois, je sais plus pourquoi elle avait un vaccin à faire. Là, je lui dis, allez, respire, on compte sur 5, on expire, on compte sur 5. Voilà, mais c'est des petits trucs à apprendre aux enfants. Mais ça serait mieux que ce soit effectivement régulier et C'est quotidien, ça. et la méditation pareil. Ah non, totalement, totalement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à, un entrepreneur, à quelqu'un dans le domaine du bien-être, du yoga, qui est un peu perdu peut-être dans son activité ou qui voudrait s'expatrier? Est-ce que tu as des choses à partager par rapport à toi, ton parcours? Alors, l'expatriation, c'est vraiment propre à chacun, parce que ça dépend quel pays, ça dépend si on Ouais. connaît le pays. Mmh. C'est un peu difficile de répondre pour ça. Par exemple, Maurice, j'ai déjà parlé tout à l'heure, il y a quand même une difficulté de savoir comment on peut s'installer. Donc, je vous ai dit, en tant que professeur de yoga, il y a très peu de chances de C'est pouvoir ça. s'installer, il faut faire autre chose. En tant qu'entrepreneur, quand on a un peu perdu, et ça a été mon cas, justement, là, sincèrement, Mmh. en juin, moi, j'étais limite du burn-out, j'en pouvais plus. C'est se poser. Tant pis. Financièrement, ben, on va peut-être Ouais. pas gagner d'argent. Accepter l'aide, mais se poser. Se poser et s'écouter et écrire. Moi, j'écris énormément. Mais qu'est-ce que je peux écrire? Tout est confus. Hein. Je fais pas des super jolis carnets, tout bien écrit. Ah non, moi, il y a des ratures, des trucs, des flèches qui vont là et tout. Enfin, et ça me permet de coucher sur papier déjà tous mes sentiments, toutes mes Mmh. frustrations, mes hauts, mes bas. Quand j'ai une décision à prendre, généralement, je fais le pour et le contre, et après, je pars de mon ressenti. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Est-ce que ça va fonctionner? Ouais. Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce que c'est de la peur qui m'empêche d'avancer? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Enfin, je me questionne énormément, mais j'ai besoin de ce temps-là de me poser et que ça mûrisse après dans ma tête. Et après, il y a un truc qui émerge. Mmh. C'est comme le programme que j'ai fait, Fit Mébert. Ça m'a pris des années avant de lancer ce truc-là. Il a fallu des années de réflexion. Et puis d'un coup, je dis, c'est ça. Et là, j'ai pas arrêté de bosser. Là, je suis en plein de réflexions sur plein de projets. Là, je suis sur la réflexion d'un studio de yoga en ligne, du yoga que j'ai entre guillemets créé pour les femmes, qui inclut du massage du visage, de la respiration Uddiyana Bandha, un peu de pilates, un peu de renforcement, des sauts. Enfin, c'est vraiment un yoga pour moi anti-âge. Et je veux créer un studio de yoga en ligne. Et je procrastine à mort depuis des semaines. Mais vraiment, je procrastine à mort. Et je me pose la question. Et là, je me dis, il faut que je me pose en me disant, qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Toutes les semaines, quand je dois tourner mes vidéos, j'ai un truc. Là, c'était les dents, la semaine d'avant, c'était le jardinier. Enfin bon, bref, il y avait toujours un truc. Et en fait, je me dis, c'est la peur. C'est la peur d'échouer. De me dire que je vais dépenser autant d'énergie pour peut-être avoir que deux trois abonnés, et ce qui n'est pas rentable. On est bien d'accord. Parce que bon, on aime notre métier, mais il faut quand même que ça nous fasse vivre. Et je pense que c'est ça qui me paralyse dans le fait de ne pas avancer. C'est parce que j'ai eu pas mal de déceptions professionnelles l'année dernière, et que là, je suis dans un mood où j'ai peur de lancer un nouveau truc et d'échouer. Donc là, il va falloir retravailler le mindset, il va falloir que je me repose, que je pose tout sur papier, que je travaille ma stratégie, que je travaille mon marketing pour vraiment que le truc fonctionne et que je crois vraiment au plus profond de moi. Parce que si je ne crois pas, généralement, si je me dis oui, ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Vraiment, ça vient de plus profond, ça fonctionne. Donc vraiment, quelqu'un, un entrepreneur qui est un peu dans... Il ne sait plus quoi faire, c'est se poser, quoi. Se poser et écrire. Enfin, je pense que toi, ça a été ton cas aussi. Certainement, Isa, tu as eu beaucoup de choix aussi à faire, quoi. Tout à fait, tout à fait et ce que tu décris, je l'ai fait en août et ça m'a aidée, ça m'a aussi aidée à revenir à un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire, maintenant ce que je propose, j'y crois. C'est-à-dire que je sais
sincèrement que ça peut convenir à des personnes, ça peut ne pas convenir à d'autres personnes, mais c'est OK pour moi, c'est OK, OK mais comme tu dis, j'avais besoin d'avoir ce moment pour me poser et aussi, tu vois, j'ai pris une pause, sur les réseaux sociaux pendant 1 mois qui m'a fait beaucoup de bien parce que c'est un peu comme ce que tu décrivais dans tes week-ends méditation. Finalement, tu te recentres, en fait. C'est un peu inconfortable parce que finalement, tu te rends compte que tu es seule avec toi quelque part, mais au final, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Le truc, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas, qui sont terrorisées d'être seules, terrorisées d'être face à eux-mêmes. Mmh. Et là, c'est plus compliqué. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou etc., on a besoin pourtant de se recentrer. On a besoin de ça. Mmh. Donc oui, ça fait peur d'être seul parce qu'effectivement, c'est pas confortable. Parce que quand on réalise certaines choses, on fait waouh, effectivement, ça fait mal. Ou même quand on nous-mêmes, hein, des choses qu'on a faites ou on n'est peut-être pas fier aussi, on peut trouver de l'inconfort, mais se dire c'est ok. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, Mmh. ça m'amène là où je suis aujourd'hui. Donc il n'y a pas de regret à avoir ou quoi, il n'y a pas de frustration non plus, mais prendre ce temps-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être face à eux-mêmes, peur de réaliser qu'ils ont Mmh. peur, justement, justement, qu'ils ont simplement peur, qu'ils ont peur de mal faire, ou qu'ils sont en colère contre eux-mêmes, ou qu'ils sont jaloux, ou ils ont peur de découvrir ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent. C'est jamais confortable, hein, comme tu dis, mais c'est cet inconfort, au final, qui permet d'avancer. Si la vie était parfaite, on n'avancerait pas, personne n'avancerait, on serait tous au même niveau, au même truc. Donc des échecs, il faut en avoir pour avancer, et justement l'inconfort et de se retrouver seul alors qu'on n'aime pas ça et qu'on a peur de ça, il faut se l'obliger parfois. Moi, j'ai été obligée. Moi, ça a été un peu Ouais. forcé avec mes semaines, mes mois à l'hôpital. Ça a été une obligation. J'avais pas le choix. À part les médecins ou les peu de visites que j'avais, et puis si on était dans la douleur. Après, j'ai choisi quand je faisais mes week-ends de méditation. Parce que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Mais j'ai besoin, ouais, plusieurs heures par jour, je suis seule, hein. Mais vraiment. Même si c'est dans ma voiture, je bataille avec les trajets en voiture. Mais en fait, c'est un moment où je réfléchis énormément. Je suis pas dans l'instant présent, hein. Ouais. Quand je conduis. Autrement, j'écoute un podcast. J'écoute très souvent des podcasts où c'est un moment où je suis dans une réflexion, où j'ai même des idées qui émergent. Ouais. C'est du temps avec moi-même. Mmh. C'est ça, mais c'est important ce temps. On va bientôt arriver à la fin du podcast. Sabrina, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De trouver encore plus mon équilibre. Je cherche toujours cet équilibre, justement au niveau du travail, de faire moins de cours, même si j'adore ça, de développer plus l'autre activité, et ouais, d'être plus raisonnable, en fait. Plus raisonnable dans la quantité de travail, Mmh. et de penser d'abord à moi avant de penser aux autres. Voilà, je pense. Clairement, si je réduis pas mes heures de cours et que tout le monde me dit mais arrête d'aller bosser dans l'Est, parfois je fais 3 heures de route pour un seul cours, mais parce que je suis attachée à la Mmh. personne. Je gagne, mais franchement, c'est pas rentable pour moi Ouais. quand je fais une matinée pour un cours qui est payé pas du tout comme en France, attention. Et là, je me dis, ah ouais, je suis exténuée, j'ai fait qu'un seul cours, j'ai fait 3 heures de route, je fais waouh. À un moment, je sais qu'il va falloir que je lâche ça, mais pour l'instant, j'y arrive pas parce que je sais que je fais du bien aux gens, et pour l'instant, je suis capable de le faire, mais un jour, je lâcherai. Donc voilà, c'est ce que Mmh. je- j'espère pour moi, c'est qu'un jour, voilà, je passerai d'abord moi avant les autres. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite. En tout cas, moi, ce que je peux te souhaiter, c'est en effet de trouver ton équilibre, mais aussi je t'envoie plein d'ondes positives parce que je crois foncièrement au pouvoir finalement de la prévention et d'un accompagnement holistique et moi qui vois des gens malades au quotidien, c'est qu'un accompagnement holistique qui peut changer les choses, rien d'autre. En tout cas, merci Jacques, parce que comme j'ai dit, tu as été une des rencontres les plus anciennes sur Insta. Je crois que c'était vraiment les premières semaines où j'étais sur Mmh. Insta. Et ça fait très longtemps qu'on communique, on partage. Et tu es aussi une source d'inspiration, parce que je trouve que tu es extrêmement régulière dans ton travail ici. Et c'est toujours passionnant ce que tu fais, les infographies que tu as créées pendant des années. Enfin, tu as vraiment été. Et je trouve que tu mériterais encore plus de succès, mais vraiment, vraiment, vraiment.
Enfin, après le succès, ça se définit par rapport à sa propre définition. Pour moi, cette conversation qu'on a là, cette relation qu'on a ensemble, Sabrina, pour moi, j'ai été récompensée de tout le travail et cetera, par rapport à ce type de relation. Je te rejoins là-dessus, mais vraiment, enfin, c'est beau ce qui est créé entre guillemets. Si J'aimerais que tu sois suivi par plus de personnes parce que ça aiderait encore plus de personnes. C'est comme ça que je parle de succès. Rien qu'à travers tes posts, à travers tout ce que tu fais, tu aides les gens. Et si tu avais plus de couverture, entre guillemets, bah, tu aiderais encore plus les gens. C'est ça que j'appelle le succès, de pouvoir aider un peu. Mais je pense, Sabrina, qu'on y arrivera, toi et moi. Je sais pas comment, mais on y arrivera. Merci d'avoir été présente malgré ta rage de dents, c'est adorable. Merci en tout cas de Merci pour votre écoute et à très bientôt.